Certains sont considérés comme des cold cases, des affaires non élucidées. D'autres, au contraire, ont connu un épilogue judiciaire. Leur point commun ? Tous ont eu comme décor une route, une autoroute, parfois même un simple parking. On les appelle les crimes de la route. Je suis Thibaut Dinouel et dans ce nouvel épisode, direction la Haute-Savoie pour une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, la tuerie de Chevaline. C'est l'un des cold cases les plus inexplicables de ces dernières années. Le 5 septembre 2012, un quadruple meurtre est perpétré sur un parking au bord d'une route forestière à Chevaline, sur les hauteurs du lac d'Annecy. Une famille britannique est abattue dans sa voiture, ainsi qu'un cycliste qui passait par là. En plus de 10 ans d'enquête, des centaines de témoins ont été entendus, des multitudes de pistes explorées dans le monde entier et 8000 pièces étudiées. Pourtant, impossible de déterminer le mobile, ni même la cible de cette tuerie, qui reste à ce jour un véritable mystère. Et pour en parler, mon invité est journaliste au Dauphiné Libéré à Annecy. Bonjour Stéphane Boucher. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation des crimes de la route. Vous avez suivi cette affaire depuis son tout début. Vous êtes même le premier journaliste à être arrivé sur la scène du crime le 5 septembre 2012 sur cette route de la Combe d'Ir. À quoi ressemble-t-elle ? Oui, c'est une petite route qui mène à un parking de randonnée, donc c'est un cul-de-sac. On y va pas par hasard, ou quand on y va par hasard, on fait demi-tour. C'est une route qui est assez longue, qui est en fond de vallée, qui longe une petite rivière qui s'appelle l'Ir, d'où la route de la Combe d'Ir. Et c'est une petite route vraiment atypique, qui est à la fois peu et beaucoup fréquentée, peu fréquentée par le grand public, mais beaucoup fréquentée par les randonneurs, les cueilleurs de champignons, voilà, ce type de public, et qui est assez particulière, parce que suivant le moment où on l'emprunte, elle peut être soit un peu angoissante, un peu sombre, un peu froide, ou alors complètement verdoyante et agréable. C'est une route très particulière. Et ce jour-là, elle est plutôt agréable, puisqu'un Anglais du nom de William Brett Martin, qui possède une résidence secondaire dans la région, décide d'y passer pendant une sortie à vélo. Oui, c'est un ancien militaire de la Royal Air Force, pilote de chasse. Il a l'habitude de faire du vélo, il monte la petite route, il est sur un VTT. Et quand il arrive sur le parking du Martinet, il voit une petite fille, d'après ce qu'il raconte, qui est debout, qui semble s'amuser, il comprend pas bien, elle titube, elle s'écroule par terre, et quand il arrive à sa hauteur, il voit que la petite fille a du sang, il voit qu'il y a un cycliste par terre, il voit qu'il y a une voiture avec les roues qui sont encore en train de tourner, coincées contre un talus. Il comprend pas ce qui se passe, mais en tout cas plus personne ne bouge. Donc il y a 2 personnes par terre, des occupants dans la voiture, ça fait du bruit, il y a une odeur de caoutchouc brûlé parce que les roues patinent contre le gravier. Qu'est-ce qu'il décide de faire à ce moment-là ? Son premier réflexe, il explique que c'est de sortir la petite fille de l'endroit où elle se trouve. Il faut, quand on entend ça, avoir conscience de la configuration des lieux. Le parking du Martinet, quand on parle de parking, en fait, c'est comme un gros bas-côté élargi. Donc la route de la Combe d'Ir en elle-même, c'est une route qui doit faire 2,50 m de large. On se croise difficilement sur cette route. La chaussée est vieille, le bitume est un peu défoncé, il y a des nids de poules, il y a des fractures un peu partout. À cet endroit-là, il y a la petite rivière, la route, immédiatement, avec un petit coteau, et le parking qui est immédiatement le bas-côté. Donc tout ça se tient en quelques mètres en fait. Et la petite fille s'est écroulée sur la route. Donc il explique qu'il l'attrape et qu'il la traîne hors de la route pour la mettre en sécurité. Ensuite, il voit le cycliste par terre, il constate qu'il peut plus rien faire, et il y a ce bruit qu'il décrit, des roues qui sont en train de tourner. Il y a un break BMW qui est donc tanké contre le talus à quelques mètres de là. Les roues arrière patinent. Il y a l'odeur de caoutchouc brûlé, le bruit. Il décide d'aller arrêter le moteur. Il voit que la vitre du conducteur est un petit peu abîmée. Il finit de la casser, il tourne le contact, il éteint le moteur. Et là, il découvre l'horreur à l'intérieur de la voiture. À l'époque, il parlera même d'une scène digne d'un film d'Hollywood. De nombreuses victimes sont mortes dans le véhicule. Elles ont été tuées par balle. Au volant, il y a un homme au teint basané. Il est à moitié effondré sur le volant. Il a des blessures également à la tête, au corps. Il y a du sang. Derrière, il y a 2 femmes, une âgée et une un peu plus jeune.
qui sont également immobiles. Plus personne ne bouge. Là, à ce moment-là, tout le monde est mort. La seule personne qui a bougé à ce moment-là, c'est la petite fille. Oui, qui elle survivra, hein, tout comme sa petite sœur après un incroyable coup de théâtre. On y viendra dans un instant. Le témoignage de ce cycliste britannique est primordial pour la suite de l'enquête, notamment pour la chronologie des faits. En fait, il va croiser, être doublé par tous les protagonistes de l'affaire. Et tout ça, ça se joue en quelques minutes. Ça se joue en moins d'une demi-heure, le temps qu'il fasse les 3 km à vélo. C'est une montée assez douce mais continue, c'est un petit effort. À vélo, on peut estimer qu'il met entre 20 et 30 minutes pour arriver à destination. Donc quand il s'engage à la patte d'Oie, qui est le début de la route forestière, il avise un homme qui est sur un vélo de course. C'est ce cycliste-là qu'il va découvrir mort lorsqu'il va arriver sur la route forestière. Sylvain Mollier. Il va commencer son ascension, il va être doublé par un premier véhicule, c'est le break de la famille Alili, qui sont les victimes nombreuses de cette affaire. Il va croiser un véhicule de garde forestier qui descend, qui sont on va dire les derniers témoins officiels à être passés par la scène de crime et n'avoir rien vu. Il va ensuite croiser un motard, qui est la dernière personne qu'il croise. Dans son dernier témoignage, je crois que ça se situe à 250-300 mètres de la scène de crime. Le temps qu'il faut à un cycliste pour faire, mettons entre 3 et 500 mètres à vélo, ça monte très doucement, même en se baladant, on met entre 2 et 3 minutes. Et surtout, le moment où on arrive en vue du parking, il reste à peu près 150 mètres, on parle d'1 à 3 minutes maximum. Et dans ces 1 à 3 minutes maximum, tout le monde arrive sur la scène de crime, le cycliste, la famille, tout le monde est abattu et le tueur disparaît. Qui sont ces victimes ? On a donc Sylvain Mollier, un cycliste savoyard, qui était là sur un vélo de course, qui faisait a priori une balade sur un itinéraire et qui s'est a priori, encore une fois, trompé d'itinéraire et retrouvé sur cette route alors qu'il n'aurait pas dû. Et on a la famille Alili, un homme, son épouse, leurs 2 filles et la belle-mère, donc la grand-mère des 2 fillettes, tous dans une caravane en vacances dans un camping des bords du lac. Eux, a priori, ils avaient l'intention de se rendre dans un parc de loisirs de la région. Et a priori, ils auraient été séduits par les petits villages. Ils auraient décidé de faire des détours dans les villages pour faire des photos. Une des dernières photos prises par la famille, c'est toute la famille qui pose devant une maison fleurie. Donc toujours est-il qu'ils ont emprunté cette route de la Combe d'Ir qui les menait nulle part, sur lesquelles ils n'avaient a priori rien à faire. Et ils se sont retrouvés là par hasard. Et tous ont été abattus de plusieurs balles dans un scénario qui pourrait laisser penser qu'il s'agit d'un tueur professionnel. Il y a une vingtaine de balles qui sont tirées, certaines victimes sont abattues de plusieurs balles dans la tête, il y a une enfant qui est frappée violemment, laissée pour morte. Il y a un déchaînement de violence qui est hallucinant, alors que ces victimes-là se trouvaient a priori toutes par hasard à cet endroit-là, à ce moment-là. Il y a quand même des choses factuelles, c'est que les enquêteurs sont sûrs, par exemple, qu'il n'y a qu'un seul tireur et qu'il a utilisé une arme de crime assez particulière. Oui, un seul tireur, ça a été dit assez vite. Quelques années plus tard, une des fillettes qui a survécu et qui, elle, était présente et potentiellement a vu le tireur, elle a parlé d'un seul one bad guy, une seule personne méchante. D'autant qu'ils vont retrouver un morceau de crosse, même si c'est assez terrible à dire, dans la tête de la fillette qui a été frappée avec la crosse du pistolet. Ils vont arriver à déterminer que l'arme utilisée est un pistolet Luger P06, donc une arme très particulière, rare, connue des collectionneurs, mais à la fois qui résonne en Haute-Savoie parce que c'est une arme qui était en fonction dans les années 1950 au sein de la police suisse. C'est-à-dire c'est les armes qu'on retrouve dans les greniers des grands-pères lorsqu'il y a un décès, un déménagement. Voilà, c'est. Donc elle n'est pas si rare que ça. Elle n'est pas si rare que ça dans le coin, on va dire. Et a priori, pas une arme de tueur. On a parlé il y a quelques instants de la famille Alili en vacances dans la région. Il y a donc le père, la mère, leurs 2 fillettes. Or, pour l'instant, on n'en a mentionné qu'une seule, Zeynad, 7 ans, violemment frappée par le tireur. Elle s'en sortira après avoir été un temps dans le coma. Mais donc, elle a une petite sœur de 4 ans, Zina, qui, elle, est introuvable. Il faut se rendre compte que sur le moment, le premier réflexe des pompiers, pour l'anecdote, ils ont été formés aux interventions sur une scène de crime par les experts de la gendarmerie 2 semaines avant. Et eux savent qu'il y a une chose à ne pas faire,
c'est polluer la scène de crime. Donc, s'il n'y a pas besoin d'intervenir, on vérifie que tout le monde est mort, on recule, et là, on va attendre l'arrivée des experts. Et ça va mettre plusieurs heures. Et pendant ce temps-là, on va travailler sur qui est cette famille, d'où ils viennent, où ils étaient. Et un voisin de la famille qui se trouve dans le même camping, qui va entendre parler de la tuerie, et qui va appeler la gendarmerie pour dire mais moi mes voisins ils sont d'origine britannique, ça semble correspondre et ils sont pas rentrés au camping, donc peut-être que c'est eux. Sauf que l'information qu'il va donner, c'est qu'il y avait 2 fillettes dans la famille, et 2 fillettes qui ont joué avec ses propres enfants encore le matin. Et là sur place, la nuit est déjà tombée depuis un petit moment, et on se dit mais 2 fillettes, on en a qu'une. Où est l'autre ? Est-ce qu'elle a été enlevée ? Est-ce qu'elle s'est enfuie dans la forêt ? Et ils vont prendre le risque à ce moment-là de se rapprocher du véhicule et de vérifier s'ils sont pas passés à côté de quelque chose. Et en mettant une lampe dans le véhicule, ils voient une petite tête un petit mouvement sur le sol à l'arrière du véhicule entre les jambes des 2 femmes qui sont décédées. Ils aperçoivent un mouvement. Ils ouvrent alors la porte et ils découvrent une fillette qui est restée prostrée à ce moment-là depuis plus de 8 heures sous les jambes, cachée en fait par la jupe de sa grand-mère, une fillette de 4 ans, et qui est restée là, immobile, sans aucune parole, sans pleurer, sans crier, sans parler, sans bouger pendant 8 heures, et que personne n'avait vu. Et qui n'est pas blessé. Et qui est miraculeusement indemne. Sans doute parce que sa grand-mère a voulu la cacher, sans doute parce que on peut le supposer que la dernière parole de sa mère qui était présente à l'arrière, c'est ne bouge plus ou tais-toi, un mot tellement fort que la fillette s'est plongée dans l'immobilité, a entendu des détonations, mais est restée complètement immobile et prostrée pendant 8 heures. C'est l'un des premiers rebondissements d'une affaire qui attire très vite les médias du monde entier. Cette fillette et sa grande sœur sont les 2 seuls rescapés de la tuerie de Chevaline. Leurs souvenirs sont sans doute la clé de ce mystère, mais à l'époque des faits, âgés de 7 et 4 ans, leur témoignage n'apporte rien. Que s'est-il réellement passé ? Un crime gratuit, un assassinat commandé, et surtout qui était visé ? Sylvain Mollier, ce quadragénaire français d'apparence sans histoire et passionné de cyclisme, ou bien la famille britannique ? Toutes les ficelles sont tirées par les enquêteurs qui ne sont pas au bout de leur surprise. Stéphane Boucher, intéressons-nous à présent plus en détail aux victimes de cette tuerie, car c'est très probablement dans leur parcours de vie qu'il faut fouiller pour tenter de résoudre cette enquête. D'abord, la famille Halili. C'est une famille britannique, originaire d'Irak et qui vit dans la banlieue chic de Londres. 2 parents mariés qui ont donc eu 2 filles, et beaucoup de questions se posent autour d'eux. C'est pas une famille de touristes lambda. Déjà, ils sont en vacances en Haute-Savoie à une période qui n'est pas une période touristique. C'est-à-dire qu'on se situe, c'est le 5 septembre 2012, l'école a repris, en France mais également en Angleterre, et les petites filles auraient dû être scolarisées à ce moment-là. C'est pourtant ce moment que la famille Halili choisit pour venir passer un séjour en France. Il se trouve qu'ils sont d'origine irakienne. Bon, l'Irak, à ce moment-là, on est après la chute de Saddam Hussein, mais ça pose tout un tas de questions aussi. Donc, est-ce qu'il va falloir aller investiguer du côté de l'Irak ? Le père travaille avec des satellites, donc il y a un milieu de haute technologie qui va obliger également les enquêteurs à aller voir de ce côté-là pour savoir est-ce que ça pourrait être de l'espionnage industriel. Et d'ailleurs, la première piste creusée par les enquêteurs, c'est autour du père, Saad Halili. On apprend vite qu'il est en violent conflit avec son frère pour une question d'héritage. Alors, au-delà de l'origine irakienne de la famille, qui a de l'argent, qui a des biens, qui ont plus ou moins été spoliés en Irak, et qui est constitué de 2 fils, donc Saad Halili, le cadet qui a été retrouvé mort, et son frère Zaïd Halili, qui est également citoyen britannique. Donc le patriarche Kadim est décédé, et il y a potentiellement un conflit d'héritage
entre les deux frères. Et un conflit qui porte au total sur plusieurs millions d'euros, parce qu'entre la propriété familiale et les différents fonds qui sont placés à droite à gauche, ça fait quand même plusieurs millions d'euros. Mais c'est un conflit assez violent entre les deux frères ? Les investigations qui vont être menées en Angleterre vont montrer qu'effectivement, même si c'est quelque chose que Zaïd al-Hili a un peu toujours nié, les tensions étaient fortes, voire violentes entre les deux frères. Saad al-Hili avait dit à des amis, à des proches, qu'il se sentait menacé. Il y avait eu des mots assez violents, pas des passages à l'acte, mais en tout cas des bousculades entre les deux frères. À l'époque, on parlait d'un faux testament qui aurait été rédigé par Zaïd al-Hili, le grand frère, et qui aurait tenté de spolier son petit frère en l'excluant totalement de l'héritage. Donc oui. D'ailleurs, ce grand frère est arrêté à un moment donné. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les systèmes judiciaires français et britanniques sont totalement opposés. En France, quand vous avez un doute sur une personne d'une famille, vous le mettez en garde à vue, vous l'interrogez, vous le cuisinez un petit peu, et puis vous essayez de savoir. En Angleterre, les enquêteurs doivent réunir énormément d'éléments, et une fois qu'ils ont réuni tous ces éléments à charge, ils convoquent la personne et ils le mettent en face de ces éléments pour l'interroger. Ce qui explique qu'il n'a jamais voulu se rendre en France, lui, pour venir comprendre sur place ce qui s'était passé avec la famille de son petit frère. Et ce qu'il a aussi un petit peu rendu suspect en France, parce qu'on se disait, est-ce qu'il a des choses à se reprocher ou pas ? Finalement, il va être interrogé et innocenté, parce qu'il y a, au final, aucun élément probant qui permette de l'inculper. Iqbal al-Hili, à présent la femme de Saad, retrouvée morte à l'arrière de la voiture. Elle a 47 ans, elle est dentiste, a priori c'est quelqu'un d'assez lambda, sauf qu'au fil du temps, en fouillant un peu, on se rend compte que c'est tout l'inverse. Oui, c'est un mystère fascinant, en fait, cette Iqbal al-Hili. On peut se dire que c'est la piste qui est restée invisible de tout le monde, parce que finalement, les questions qui se sont posées, et moi, pour avoir suivi l'enquête au départ, je peux en témoigner, c'était est-ce que c'est Sylvain Maulier qui est la cible, ou est-ce que c'est Saad al-Hili la cible ? Or, Iqbal al-Hili, au final, quand on regarde le profil des victimes, c'est celle qui est liée avec le plus de victimes, parce que elle a perdu son mari, elle a perdu sa mère, ses filles, en tout cas celle qui était à l'extérieur, a été visée aussi. Et les enquêteurs vont découvrir qu'Iqbal al-Hili avait une vie passée secrète. C'est-à-dire qu'au moment où elle se marie avec Saad al-Hili en Angleterre, elle est encore mariée avec un mari dont personne n'avait entendu parler, qui se trouvait aux États-Unis. Alors peut-être que Saad al-Hili le savait, en tout cas dans la famille al-Hili, personne n'était au courant. Iqbal al-Hili a eu une vie de 2 ans aux États-Unis, pendant laquelle elle a rencontré un homme, elle s'est mariée, elle était assistante dentiste, elle a vécu comme une Américaine moyenne, elle s'appelait pas Iqbal à l'époque. Kelly Thompson. Elle s'appelait Kelly Thompson, voilà, un bon nom américain, donc avec la volonté de s'intégrer totalement aux États-Unis, et un jour, elle va disparaître, plus ou moins mystérieusement, et on la retrouve quelques années plus tard sur la route de la Côte d'Ir. Et coïncidence incroyable ou pas, ce Jim Thompson, donc son mari américain, est mort le même jour de la tuerie, le 5 septembre 2012. C'est ça. Au volant de sa voiture. Ce qui est complètement ahurissant lorsque les enquêteurs vont vouloir se rapprocher de ce Thompson pour en apprendre un petit peu sur le passé d'Iqbal al-Hili, ils vont apprendre qu'il est mort. Il est mort quand ? Le 5 septembre 2012. Alors, à la même heure et pas à la même heure, parce que compte tenu du décalage horaire, il y a quelques heures d'écart entre les deux faits, mais donc il aurait été victime d'une crise cardiaque au volant de sa voiture. Elle a été découvert mort au volant de son véhicule. Et la justice américaine, elle n'a jamais voulu pousser les investigations ? Le problème, c'est qu'à ce moment-là, personne ne sait que Iqbal al-Hili, son ex-femme, est morte en Haute-Savoie le même jour, assassinée, tuée par balle. Si aux États-Unis, la famille avait eu connaissance de ça, sans doute, des analyses auraient été demandées. Sauf qu'à l'époque, personne ne le sait. Il s'agit simplement d'un homme qui est victime d'un malaise et qui meurt au volant de sa voiture. C'est le rapprochement des deux affaires qui en fait quelque chose d'extraordinaire. Même en croyant au hasard, c'est vrai que le rapprochement est stupéfiant. Les enquêteurs se disent, mais c'est pas possible, il faut quand même qu'on fasse des vérifications, qu'on sache s'il n'y a rien de suspect dans cette mort. Sauf qu'aux États-Unis, on est quelques années après, il n'y a pas d'éléments assez probants pour que les autorités autorisent une exhumation et des analyses du cadavre. Et si finalement cette famille al-Hili s'était retrouvée là, au mauvais endroit, au mauvais moment, et que la véritable cible du tueur était finalement Sylvain Maulier ?
moins probable. Moins probable pourquoi ? Viser Sylvain Mollier, ça veut dire qu'on a visé un homme et qu'on a fait 4 victimes collatérales, dont des enfants. Viser la famille Halili, ça veut dire qu'on a fait une victime collatérale. Donc on se dit qu'il est sans doute plus probable que Sylvain Mollier ait été la victime collatérale de quelqu'un. Ou alors que toutes ces victimes-là aient été des victimes aléatoires. D'autant que le parcours, le profil de Sylvain Mollier, au final, ne va pas intriguer les enquêteurs. Il travaille pour Cesus, c'est une entreprise de Savoyard qui est une filiale d'Areva. Donc, évidemment, le côté nucléaire, les enquêteurs vont se dire, nucléaire, un qui travaille dans l'aéronautique, l'autre dans le nucléaire, mais est-ce que c'est 2 personnes qui se seraient donné rendez-vous ? Bon, Saad Halili n'a pas vraiment accès à des documents sensibles. Sylvain Mollier, qui est un soudeur, n'a pas non plus accès à des éléments si sensibles que ça. Rapidement, ils vont avoir absolument aucun élément qui vont dans ce sens, donc la piste va être abandonnée. En fait, ils vont rien trouver du côté professionnel. Et du côté personnel, il y a rien d'extrêmement troublant non plus. Alors, il est marié, il a 45 ans. Il est marié, il vient d'être papa, il s'est mis en retrait de son emploi pour s'occuper de son enfant. Il fait du vélo, s'occupe de sa famille, mais il y a rien d'exceptionnel. Il y a quand même un élément qui peut paraître troublant, c'est que l'on n'a jamais entendu sa famille s'exprimer. En fait, en Savoie, après la mort de Sylvain Mollier, personne ne va parler. Les obsèques se déroulent dans l'intimité absolue. Et ça, dans une affaire criminelle, en fait, c'est rarissime qu'il y ait à aucun moment la femme ou son ex-femme qui s'exprime pour dire qu'elle a de la peine, qu'il y a un enfant qui se retrouve orphelin. En fait, personne ne parle. Et comme on dit à chaque fois, le silence s'intrigue. Parce qu'on se dit, forcément, mais est-ce qu'il y a quelque chose à cacher ? C'est une espèce de silence coupable, qui n'est pas forcément coupable, mais qui paraît coupable dans ces moments-là, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher alors qu'ils sont juste dans la peine ? Et en fait, ça empêche même les gens de compatir avec cette famille qui a été durement éprouvée. Finalement, plus de 10 ans après les faits, on ne sait toujours pas qui est la véritable cible. Objectivement, on sait tout sauf ça. Les enquêteurs savent à la seconde près comment le tueur s'est déplacé, d'où il venait, comment il a tiré, sur qui. Mais par contre, qui, pourquoi, ça, personne n'est capable de le dire encore aujourd'hui. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Quand les enquêteurs ouvrent une porte, tout de suite elle se referme. Au Royaume-Uni, l'affaire est même surnommée « Yes, but ». Oui, mais il y a toujours un petit quelque chose qui cloche. Preuve encore avec cette piste très sérieuse, celle du mystérieux motard. Depuis le début de l'enquête, les gendarmes possèdent le portrait robot d'un homme, considéré comme un suspect majeur. Sa présence en moto sur cette même route au moment des faits a été corroborée par plusieurs témoignages. Mais là encore, yes, but. Stéphane Boucher, je rappelle que vous êtes journaliste au Dauphiné Libéré à Annecy, un quotidien qui, comme tous les autres à l'époque, a diffusé en novembre 2013, donc plus d'1 an après les faits, le portrait robot d'un motard. Il a été aperçu tout près des lieux du crime et quasiment au moment des faits par le cycliste britannique William Brett Martin, mais surtout par 2 agents de l'Office national des forêts. Oui, en fait, eux font leur tournée, ils descendent la route et là, ils croisent un motard. Ils croisent un motard après le parking du Martinez, ce qui est important parce que le parking du Martinez, c'est la fin de la route autorisée. Au-delà, c'est un chemin de terre, on n'a pas le droit de le fréquenter si on n'a pas une autorisation particulière. Donc, il croise ce motard, il l'arrête et il dit « Monsieur, qu'est-ce que vous faites là ? Je me promène, mais vous n'avez pas le droit, la route est interdite à la circulation. Monsieur, vous faites demi-tour et vous redescendez. » Le motard leur emboîte le pas. Donc, comme on dit, ils descendent assez vite. Ils vont eux-mêmes passer par le parking du Martinet. Eux-mêmes ne voient rien. Et comme ils descendent assez vite, ils vont perdre de vue le motard à peu près à ce moment-là. Il y a un des 2 agents qui témoigne, qui dit qu'il lui semble que le motard s'est arrêté à ce niveau-là, au niveau du parking. Il n'en est pas tout à fait sûr. Et ils continuent leur chemin. Ils croisent le cycliste les croise. Le cycliste continue sa montée, croise le motard et découvre que tout le monde est mort. Donc, le témoignage du cycliste est aussi important que le témoignage du motard. Or, ce motard, il manque.
Et c'est là qu'intervient le portrait robot. Alors, ce portrait robot, grâce au témoignage crucial des agents de l'ONF, c'est quelque chose qui va faire un peu jaser parce que, au final, on voit un motard avec un casque, avec un petit bouc. En fait, de l'aveu même des enquêteurs, et ça peut correspondre à peu près tous les hommes de 40-50 ans avec un bouc. Donc, ils vont avoir énormément de témoignages et au final, ça va les noyer un petit peu sous le flot de témoignages. Mais dans ces centaines de cas qui vont leur être signalés, ils vont trouver quelques profils intéressants, et notamment un ex-policier municipal qui réside non loin de là, dont le beau-père réside route de la Combe-d'Ir, qui ce jour-là a un portable qui a borné dans le secteur considéré à peu près au moment de l'heure du crime, qui est connu pour être colérique, pour ne pas aimer les étrangers, qui se trouve être un collectionneur d'armes. En fait, ce profil coche toutes les cases. Cet individu est donc placé en garde à vue, mais là encore, la porte se referme. En fait, rien ne prouve que cet homme-là pouvait être au moment de la tuerie sur le parking du Martinet, et il y a même des éléments qui tendent à montrer qu'il aurait pu se trouver à Annecy trop vite après la scène de crime, et donc qui pourrait être mis hors de cause. Donc, il va finalement être relâché et mis hors de cause. Un deuxième suspect est arrêté en février 2015. Il s'agit d'un chef d'entreprise lyonnais qui, lui, reconnaît avoir été présent ce jour-là à Chevaline et en moto. Cet homme-là se trouve être propriétaire d'une moto qui correspond au signalement. Et il va expliquer qu'effectivement, il était sur la route de la Combe-d'Ir, qu'il se promenait par là, qu'il était venu faire du deltaplane, qu'il avait fait un baptême, puis qu'après, il avait voulu rentrer sur Lyon en passant par une route de montagne et en se disant, bah tiens, ça a l'air d'être à peu près dans la bonne direction, je vais passer par là avec ma moto, et qui s'est retrouvé sur ce chemin-là sans faire attention. Voilà. Et a priori, c'est lui qui serait le dernier motard aperçu par le William Brett Martin et par les agents de l'ONF avant la scène de la tuerie. Finalement, il ressort libre parce que là aussi, il a un alibi. Il a été laissé libre, même si il y a des petites frustrations dans son témoignage. Plus de 3 ans après les faits, il se souvient de rien. Complètement amnésique de tout ce qui s'est passé sur cette route. Sauf que pendant ces 3 ans, l'affaire Chevaline a été une affaire mondialement diffusée dans tous les médias. Lui, il se trouvait à ce moment-là, sur cette route-là, de toute manière dans le créneau dans lequel tout s'est passé. Il s'est jamais manifesté. Et il s'est jamais manifesté. Et il disait, non, moi j'avais rien à me reprocher, donc je ne me sentais pas concerné, je ne devais pas être le motard qui était recherché. Là encore, yes, but, la porte se referme. On a l'impression que toutes les pistes possibles et inimaginables ont été exploitées par les enquêteurs. On peut citer pêle-mêle la piste Nordal-Lelandais, qui à un moment donné a été évoquée, le démantèlement d'une cellule de la franc-maçonnerie mêlée à des affaires de meurtre. On retrouve chez l'un des membres les mêmes balles utilisées à Chevaline. Bon, à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui ne colle pas. Exactement. Ça va d'une intervention des services étrangers. On a parlé du Mossad, on a parlé, puisque le profil irakien de la famille Halili rendait possible cette hypothèse-là. Ça va jusqu'à l'espionnage industriel. Ça va avec une affaire de mœurs qui aurait pu concerner la victime savoyarde, Sylvain Mollier. On a aussi étudié la possibilité d'un tueur fou. Alors, soit d'un tueur local, un passionné d'armes qui aurait pu péter les plombs. Ça peut aussi être un tueur itinérant. Tout ce qui pouvait être fait dans cette affaire a été fait. Quand on dit tout, c'est y compris solliciter Google pour savoir s'il n'y avait pas un satellite qui était en train de survoler la zone de la Combe-d'Ir à ce moment-là pour la cartographie, qui a été de solliciter tous les réseaux de téléphonie pour avoir la liste intégrale des 4000 téléphones qui ont borné sur le relais qui couvre la Combe-d'Ir à ce moment-là. Il y a eu des centaines ou des milliers d'heures de vidéosurveillance en Haute-Savoie, mais également depuis Douvres sur le trajet qu'avait fait la famille Halili. Toutes les bandes vidéo des péages d'autoroute ont été exploitées pour savoir si les véhicules des Halili n'avaient pas été suivis. Et tous ces éléments-là ont été scrupuleusement référencé dans le logiciel qui s'appelle Anacrim de la gendarmerie, qui est une gigantesque base de données. Et si un jour il y a un numéro, un profil ADN, un numéro de plaque, un numéro de téléphone, n'importe quoi qui ressortirait dans une autre affaire, l'info remonterait officiellement et ferait clignoter l'affaire Chevaline. Ça vaut aussi pour l'arme, puisque le calibre utilisé dans le Luger P06, le
le fameux 765, est dans la tête de tous les gendarmes et tous les policiers de France. Comme le lien aussi a été fait dans l'affaire Xavier Baligan, qui a fait l'objet d'un autre épisode des Crimes de la route, un touriste belge qu'on retrouve abattu sur une aire d'autoroute et par le même type d'arme. Exactement. Dans l'affaire Baligan, il y avait le profil de la victime, un homme touriste tué sur une aire d'autoroute, sans explication, sans revendication, avec une personne qui a réussi à arriver sur la scène de crime et à s'en enfuir sans être vue. L'arme était intéressante aussi parce qu'il s'agissait d'un fusil d'origine suisse. Ça pose question. Et s'il y avait une avancée dans l'une ou l'autre enquête, il y aurait des rapprochements qui seraient faits pour voir si ça pourrait avoir été perpétré par le même personne. Et là aussi, le meurtre de Xavier Baligan reste un cold case. L'an dernier, en 2022, cet épineux dossier est repris par le pôle cold case du tribunal de Nanterre pour apporter un regard neuf sur cette affaire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus ? C'est toujours possible dans ce type d'affaires. Est-ce que les enquêteurs ont raté quelque chose ? Est-ce qu'il y a d'autres portes qui ont été refermées trop vite ? Est-ce qu'en reprenant le dossier du début, on arriverait à faire revivre une hypothèse ? Ou est-ce que, au bout de quelques années, quelqu'un pourrait se mettre à parler ? On sait qu'il y a eu des gens qui étaient sur place à ce moment-là, qui ont vu certaines choses, qui ont entendu certaines choses, certains qui n'en ont jamais parlé aux forces de l'ordre, parce que dans les petits villages, on peut ne pas avoir envie de parler à la gendarmerie, par exemple. Est-ce que la clé de cette affaire ne réside pas finalement dans les souvenirs enfuis des deux survivantes, ces deux petites filles de la famille Halili ? Les deux fillettes survivantes, aujourd'hui, elles sont âgées de 14 et 18 ans, enfin 15 et 19, peuvent se mettre à parler. Alors, celle de 4 ans, la cadette, trouvée sur la jupe de sa mère, qui est indemne, n'a rien vu. Et puis même si elle avait vu quelque chose à 4 ans, de toute façon, ce qu'on a vu, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut raconter, c'est probablement rien du tout. Sa sœur, par contre, elle, a été touchée par une balle à l'épaule. Elle a été frappée violemment à la tête au point de risquer de perdre un œil. Elle a été laissée pour morte. Elle a potentiellement vu quelque chose. Peut-être qu'un jour, elle aura envie, par exemple, de faire de l'hypnose ou de faire quelque chose pour faire revivre ces souvenirs-là qu'elle a probablement enfouis. À l'époque, elle avait 7-8 ans, elle était vraiment très jeune, mais c'est potentiellement la seule personne vivante qui a vu quelque chose au moment du crime, sur la scène de crime. Un cold case qui risque de faire couler encore beaucoup d'encre et qu'on continuera à suivre dans les colonnes du Dauphiné libéré. Grâce à vous, Stéphane Boucher. Merci. Merci Thibaut. C'est la fin de ce nouvel épisode des Crimes de la route. Merci à vous de l'avoir suivi. D'autres épisodes à retrouver sur notre site internet et notre application Radio Vinci Autoroute. Une collection également disponible sur YouTube, Deezer, Spotify et Apple Podcast.